Bon. J'y vais. Alors bonjour. Donc la dernière fois, je me suis arrêtée à cette idée de Hannah Arendt qui était que préférer soit les joies de la compagnie, soit les plaisirs douteux de la domination. C'est une préférence qui est affective, qui est partiale, qui ne se déduit pas d'autre chose et qui dit beaucoup de ceux qui ont telle ou telle préférence. Et donc j'avais noté que ce qui m'intéressait, c'était qu'elle ne se contentait pas d'opposer d'un côté la libre compagnie et de l'autre la domination. Donc d'un côté des valeurs de tolérance, d'impartialité, d'inclusion, et de l'autre un rapport plus partial aux normes, mais qu'elle les opposait comme des manières de vivre en fait, et d'abord comme des goûts, et comme des goûts sélectifs, partiaux, impossibles à déduire rationnellement, impossibles à démontrer. Et elle soutenait qu'il était même bien que ça ne puisse pas être démontré, puisque c'est parce que ce n'était pas démontrable et parce qu'il s'agissait seulement de goût que ça avait une signification politique. Et cette perspective sur l'opposition entre la domination et l'amitié, ou entre la domination et la compagnie, permet de penser l'amitié ou la compagnie sans perdre de vue l'antagonisme propre à la politique. Donc, c'est ce que je vais voir plus précisément. On peut retracer toute une tradition de pensée de l'amitié, dans laquelle l'amitié c'est toujours l'autre de la domination. Donc l'amitié est propre à ceux qui s'opposent. C'est vu à la fois comme un lieu de résistance, un moyen de la résistance, et aussi un but finalement de la résistance. Donc cette tradition, on peut au moins la trouver chez la Boétie, peut-être affirmée de la manière la plus radicale, mais on va la trouver chez la Boétie, on va la trouver chez Montesquieu, dans les lettres persanes. On va la trouver dans la tradition anarchiste, on va la trouver chez Péguy, dans son À nos amis, de 1909. Ouais. Et dans le Comité invisible. J'ai pris le texte, j'ai pris un extrait du À nos amis de Péguy, là. Donc là, l'amitié ou la compagnie donc, est opposée à la domination, à la séparation. Donc à la domination, on retient que la dimension égalitaire de l'amitié, elle est opposée à la séparation parce qu'on retient la dimension de création de liens, et elle est opposée à la normalisation parce qu'on retient que dans l'amitié, on se lie non pas d'après des institutions, non pas d'après des normes, mais d'après une sensibilité, des goûts, des rencontres qui ont quelque chose de contingent. Donc l'amitié, c'est un mode de regroupement qui n'est pas fondé sur l'homogénéité et qui ne se fait pas à partir d'une puissance supérieure qui unit. Donc c'est une manière aussi de penser des liens qui ne sont pas subordonnés, encore une fois, à une idéologie, à des identités. Et donc c'est aussi une manière de penser des liens politiques qui sont opposés à la forme parti. La forme parti regroupant à la fois l'homogénéité, la hiérarchie et l'idéologie, le programme. Donc la pensée de l'amitié fait passer des manières d'être ensemble avant la structuration idéologique et programmatique, avant l'institution. Donc les liens passent avant l'idéologie et la liberté de ces liens passe avant les codifications institutionnelles. Mais même, ça j'y reviendrai peut-être plus tard à un moment, mais même dans les affinités électives de Goethe, donc du début 19e, il s'agit vraiment d'opposer l'institution du mariage aux affinités sensibles. Donc cela rend compte d'une des tensions propres à la pensée de l'amitié politique,
qui est pensée soit comme lien de proximité, donc c'est l'amitié qui résulte de la vie partagée, soit comme élection affinitaire polarisée. Je choisis tels amis et pas tel autre. Donc là, l'amitié comme lien de proximité et sa dimension politique, on peut le penser par exemple au début de la Révolution française, lorsque, alors que les corporations ont été dissoutes, sont organisées des sociétés de secours mutuels qui ne sont plus fondées sur les liens de travail, mais qui sont fondées sur les districts révolutionnaires et donc sur les liens d'interconnaissance quotidienne. Dans l'idée que ces liens d'interconnaissance quotidienne permettent des pratiques de réciprocité, de mutualité et de confiance, avec l'idée que l'unité politique première, c'est le quartier. C'est le quartier avec les liens réguliers que cela permet. Mais en même temps, le quartier implique une coexistence partiellement subie. Et de l'autre côté, l'amitié est pensée non pas comme lien de proximité du quartier un peu subi, mais comme, encore une fois, élection affinitaire. Mais ces deux dimensions sont en tension, mais dans les deux cas, l'amitié est opposée au lien institutionnel. Et dans les deux cas, ces liens amicaux, soit de coexistence, soit affinitaires, vont être pensés comme les seuls vrais liens, horizontaux, solides et vivants. Et d'ailleurs, les fameuses sociétés de secours mutuels fondées sur les districts, elles n'ont pas été supportées longtemps par la Révolution, c'est-à-dire elles ont été dissoutes assez rapidement et remplacées par des sociétés de secours mutuels fondées sur les sections qui étaient plus larges et donc dans lesquelles il n'y avait plus de lien d'interconnaissance. C'était beaucoup plus faible et donc beaucoup plus, pour le dire aujourd'hui, gouvernable, beaucoup plus maîtrisable. Donc il se trouve aussi que dans cette tradition, la pensée de l'amitié est une pensée des minoritaires, c'est une pensée des vaincus. C'est la pensée de quelque chose qui aurait disparu, ou qui subsisterait à l'état de brèche, ou dont il faudrait retrouver des traces dans une histoire minoritaire. Donc l'idée est là que l'amitié s'est perdue comme mode de vie, comme valeur, et du coup que c'est un bien qui est l'apanage d'une certaine élite. Et donc il y a dans la pensée de l'amitié, alors je ne sais pas s'il faudra regarder si ça fonctionne partout, mais en tout cas on le verra un petit peu chez la Boétie, il y a l'idée que c'est quelque chose qui est réservé à une élite, dans le texte de Peggy, à nos amis aussi, et dans le comité invisible quand même aussi, je pense. D'où l'insistance sur l'amitié comme mode de vie qui serait supposé être attractif alors qu'elle concerne les moins nombreux, qui serait meilleure parce qu'elle repose sur des manières qui sont censées être aimables et donc qui conduiraient tout le monde à rejoindre les amis, la société des amis. Et donc l'amitié ainsi est pensée dans une pensée de la domination. Et il y a un conflit qui préexiste, et c'est parce qu'il y a un conflit qui préexiste que l'amitié est à la fois un but et un moyen dans une lutte, et aussi un principe distinctif. Et cela contribue à faire de l'amitié un concept problématique, justement entre sa dimension égalitaire, ouverte, inclusive, et sa dimension à la fois élective mais aussi antagoniste. Et c'est aussi cette situation de conflit, de départ, et encore une fois, l'amitié, elle est toujours pensée du côté des vaincus, qui rend compte de ce paradoxe, qui est que l'amitié est censée être un lien extensible à l'infini, ouvert, et cependant reste minoritaire. Et en même temps, c'est un paradoxe qui ne l'est pas tant que ça, dans la mesure où si l'amitié est un lien horizontal, sans organisation structurée, etc., elle n'est pas dotée d'une machine conquérante qui permette à un groupe de devenir hégémonique.
Juste pour la petite histoire, je lis l'extrait de Peggy là parce qu'il est assez, il résume un peu tout ça. Donc ça s'appelle en fait À nos amis et nos abonnés. C'est de 1909 et c'est quand il était à la quinzaine. C'est un texte qu'il écrit finalement à ses abonnés, voilà. Et c'est un texte dans lequel il commence par dire, un peu comme à nos amis du comité invisible, nous avons été défaits, nous sommes les vaincus, etc. Et dans ce moment où vraiment le monde va n'importe où et toutes les valeurs auxquelles on connaît s'effondrent et où nous sommes décimés, il reste une chose qui est en fait ma revue, à moi Peggy, qui est le dernier rendez-vous des hommes de bonne compagnie. Et il écrit ceci: c'est littéralement le dernier rendez-vous des hommes de bonne compagnie, sans rien demander à personne, rien qui ressemble même à une adhésion, sans rien imposer à personne, sans avoir publié aucun programme. Et ceci naturellement était le plus difficile, on le sait assez. C'est ce qui compliquait le plus notre tâche, qui contribuait le plus à la rendre difficile, et même qui nous rendait suspects, tant, dans cet envahissement des mœurs électorales, il faut partout un programme. Et quand on n'en a pas, les gens vous en demandent un quand même. C'est toujours comme à la porte des théâtres. Il est vrai qu'en effet, ce n'est que le théâtre, immense théâtre et cabotinage. Ils ont tellement le goût de la servitude et l'ignorance et la méconnaissance des mœurs de la liberté qu'ils vous supplient impatiemment, bientôt arrogamment, de vouloir bien lier leur liberté. Sans déclaration, sans proclamation, sans déclamation, sans appareil extérieur, sans apparat, sans statut prétentieux, sans formalité, nous avons obtenu 2 résultats importants. Le premier, qui est peut-être le plus important, est de n'être pas devenu ni une secte, ni une école, ni une boîte, ni un parti. Deuxièmement, nous avons obtenu ce résultat que, sans exercer rien qui ressemblât à une pression d'aucune sorte, sans exercer ni demander aucun entraînement, sans rien demander à personne, sans rien exercer ni demander qui ressemblât à une adhésion, à une sollicitation, à un engagement, à une aliénation quelconque, nous avons par cette longue patience constitué peu à peu, sans engager personne, une société d'un mode incontestablement nouveau, une sorte de foyer, une société naturellement libre de toute liberté, une sorte de famille d'esprit, sans l'avoir fait exprès justement, nullement un groupe comme ils disent, cette horreur, mais littéralement ce qu'il y a de plus beau dans le monde, une amitié et une cité. Techniquement, expressément, ce que Michelet nommait une amitié. Donc là, voilà, l'amitié contre le groupe, contre le parti, contre le programme, mode de lien où on reste libre, où l'engagement est libre. Bon, alors, je propose de lire le discours de la servitude volontaire à partir de là, pour voir comment ces problèmes s'articulent dans un texte qui est fondateur, sur ces questions et sur la pensée politique en général. Donc le discours de la Boétie est écrit entre 1546 et 1548, après une répression sanglante d'émeutes contre l'extension de la gabelle en Guyenne. Donc c'est vraiment un moment de constitution du pouvoir de l'État, de l'État centralisé, du pouvoir royal, avec une tentative d'homogénéisation des lois et des coutumes sur le territoire, d'homogénéisation des impôts. Donc il décide, il n'y avait pas de gabelle en Guyenne, il décide de la mettre. Il y a vraiment des émeutes très, très vives et la répression est vraiment dans le sang. Et bon, c'était là où habitait la Boétie. On dit qu'il avait été un peu traumatisé de voir l'effet de cette répression en fait et la soumission totale après la répression. Donc c'est un texte qui est assez déroutant du point de vue rhétorique, qui égare beaucoup le lecteur, qui l'oblige à se débrouiller comme il peut, et qui déjoue toute tentative, qui déjoue beaucoup les tentatives d'y trouver une thèse ou une doctrine, qui conserve beaucoup de tensions, de contradictions, et qui ne conclut pas. Donc je vous le résume en gros. Donc la Boétie part d'un constat, donc une réalité incompréhensible, paradoxale, qui est qu'un seul homme faible et méchant peut tyranniser le grand nombre et des gens meilleurs que lui. Donc ni la valeur, ni sa valeur, son commandement n'est expliqué ni par sa valeur parce qu'il n'a pas de valeur, ni par sa force parce qu'il n'est pas le plus fort. D'où la question de la Boétie, comment une telle aberration est-elle possible ? Et la Boétie en recherche alors les causes, et il commence par réfuter les explications traditionnelles. Donc on pourrait penser qu'on lui obéit parce qu'on l'aime, mais c'est pas possible qu'on l'aime parce qu'il est mauvais.
Et ensuite, on pourrait penser qu'on lui obéit parce qu'on a peur de lui. Et... C'est spéciste. C'est ça, c'est spéciste. Tu n'aimes pas les animaux. Et il n'y a pas à le craindre, puisqu'on est des millions et il est seul. Donc il est absurde qu'on le craigne. Donc, puisque cette personne ne peut être ni aimée ni crainte, si on lui obéit, c'est qu'on y consent. Et c'est pas seulement qu'on y consent, c'est même qu'on le désire. D'où la nécessité de rechercher la cause de cette cause, d'où vient ce consentement et même d'où vient ce désir. Puisque ce désir est a priori incompréhensible, on comprend quoi ? A priori, on comprendrait qu'on désire être libre, qu'on désire se soumettre et s'asservir, on comprend moins. Donc ça, c'est la première partie du texte. Dans la deuxième partie du texte, la Boétie déroule une série d'explications. En gros, il y a deux grands moments. Le premier moment, la Boétie explique la soumission du peuple, et le deuxième moment, il explique la soumission des élites, en gros. Le premier moment sur la soumission du peuple est divisé en deux moments. Le premier moment, il soutient l'idée que, ça c'est la thèse qu'on a souvent retenue, la première cause de la servitude c'est la coutume. Et en même temps, dès qu'il a soutenu cette thèse, la Boétie indique que ça tient pas la route. Et en plus ensuite il dit mais je ne sais plus où j'en suis avec toute cette digression, donc c'est présenté comme une digression. Donc il passe à la thèse suivante, qui est que ce désir s'explique par une manipulation, par la propagande, par des techniques du pouvoir qui créent des désirs et des besoins dans le peuple, et notamment par les charmes et les séductions des chefs, notamment qui distribuent du pain, du cirque et des bordels pour s'assurer l'amour du peuple. Puis tout ça est encore indiqué comme un peu secondaire, ou ne valant que pour le menu et grossier peuple, ça c'est une citation, c'est pas moi. Et arrive enfin, mais vraiment tout à la fin du texte, l'explication qui semble la principale, vu que la Boétie dit qu'il s'agit du ressort et secret de la domination. Et ce ressort et secret de la domination, c'est la structure hiérarchique de la société, c'est-à-dire le jeu des clientèles, qui fait qu'en fait, on n'a pas un chef qui commande à une population, mais la moitié d'une société qui domine une autre. Ceci reposant sur un désir, en fait, qui est non pas un désir de se soumettre, mais un désir de domination. C'est-à-dire que si la domination est possible, c'est que beaucoup de gens sont prêts à endurer beaucoup de mal pour le plaisir d'en faire. Et ils sont prêts à être tyrannisés pour le plaisir de tyranniser à leur tour. Et donc ce que pointe la Boétie à la fin, c'est finalement ce goût pour les plaisirs douteux de la domination. C'est là-dessus que ça repose. Puis le texte se termine sur une conclusion qui n'est pas vraiment une conclusion mais une pirouette, c'est-à-dire la Boétie nous dit « levons les yeux vers Dieu », ce qui est impossible à prendre au sérieux vu tout le contexte totalement laïque du discours. Donc ce texte, description de la domination, est entrecoupé de passages sur l'amitié, sur ce que c'est qu'aimer, sur ce que c'est qu'être lié par des liens d'amitié. Donc on peut y voir un texte qui oppose différents liens, le lien de domination, le lien d'amitié, et on peut aussi y voir un texte qui oppose différentes manières de désirer, différentes préférences, différentes manières d'aimer. D'où à la fin, d'où finalement la pirouette de la fin sur laquelle je reviendrai. L'idée quand même qui se dégage du discours, c'est que la raison est très impuissante dans ces matières. Il s'agit d'une question de goût, il s'agit d'une question de sensibilité à des manières de vivre. Et on peut pas grand-chose pour les changer, en tout cas c'est pas la raison qui va permettre de convaincre les gens qui aiment dominer d'arrêter d'aimer de dominer. Alors, le texte, finalement, du point de vue de la philosophie politique, déplace complètement les problèmes qu'on a l'habitude de poser, il me semble. Et notamment, il congédie complètement deux problématiques hyper classiques en philosophie, qui est d'une part la théorie des régimes, et de l'autre part la théorie de la légitimité politique. Et à la place, il propose une réflexion sur les désirs politiques. Et sur les désirs politiques comme fabricants soit de la liberté, soit de la domination.
Donc 2 paragraphes du texte marquent ce geste. Le premier, le second, là, celui qui commence par « Il faudrait d'aventure excuser Ulysse », dans lequel la Boétie estime totalement dénuée d'intérêt la question de savoir s'il y a un seul chef, ou plusieurs, ou tous. C'est-à-dire la question classique de savoir s'il vaut mieux une monarchie ou d'autres façons de république. Et donc cette question, dit-il, tend pour mener de savoir s'il vaut mieux une monarchie ou les autres façons de république. Comment faut-il organiser la chose publique ? Et la Boétie dit, vraiment, quelle que soit la solution, citation, « c'est un extrême malheur d'être sujet à un maître ». Donc peu importe le régime, peu importe le nombre de chefs, le problème c'est qu'il y ait des chefs. Toujours. À nuancer toutefois, il en rajoute quand même un coup sur la monarchie. C'est-à-dire que la Boétie il fait souvent ça. Il fait des équivalences et ensuite il dit tout est horrible, mais il y a quand même des degrés dans l'horrible. Donc la monarchie c'est vraiment le pire du pire parce que, dit-il, dans une monarchie, la monarchie c'est toujours un régime de privatisation d'un pays. Donc, ce qui caractérise le chef unique, c'est qu'il considère que tout est à lui et plus rien n'est au public. Deuxième moment d'évacuation des questions traditionnelles, c'est le paragraphe, sur le numéro c'est le 13, alors c'est pas, dans cette édition-là c'est page 121 et c'est un paragraphe qui commence par « Il y a 3 sortes de tyrans ». Donc je vais le lire en fait. Il y a 3 sortes de tyrans. Les uns ont le royaume par élection du peuple, les autres par la force des armes, les autres par succession de leur race. Bon, la race ici c'est la famille. Ceux qui les ont acquis par le droit de la guerre, ils s'y portent ainsi qu'on connaît bien qu'ils sont, comme l'on dit, en terre de conquête. Ceux-là qui naissent rois ne sont pas communément guère meilleurs, ainsi étant nés et nourris dans le sein de la tyrannie, tirent avec le lait la nature du tyran, et font état des peuples qui sont sous eux, comme de leur serf héréditaire, et, selon la complexion de laquelle ils sont plus enclins, avares ou prodigues, tels qu'ils sont, ils font du royaume comme de leur héritage. Celui à qui le peuple a donné l'État devrait être, ce me semble, plus supportable, et le serait, comme je crois, n'était que dès lors qu'il se voit élevé par-dessus les autres, flatté par je ne sais quoi qu'on appelle la grandeur, il délibère de n'en bouger point. Communément, celui-là fait état de rendre à ses enfants la puissance que le peuple lui a laissée, et dès lors que ceux-là ont pris cette opinion, ces choses étranges de combien ils passent, en toutes sortes de vices et même en la cruauté, les autres tyrans, ne voyant autre moyen pour assurer la nouvelle tyrannie que d'étreindre si fort la servitude et étranger tant leur sujet de la liberté, qu'encore que la mémoire en soit fraîche, ils la leur puissent faire perdre. Ainsi, pour dire la vérité, je vois bien qu'il y a entre eux quelques différences, mais de choix, je n'y en vois point. Et, étant les moyens de venir au règne divers, toujours la façon de régner est quasi semblable. Les élus, comme s'ils avaient pris les taureaux à dompter, ainsi les traitent-ils. Les conquérants en font comme de leur proie. Les successeurs pensent d'en faire ainsi que de leurs naturels esclaves. Donc, l'essentiel, ça, c'est étant les moyens de venir au règne divers, toujours la façon de régner est quasi semblable. Donc encore une fois, voilà, tout à l'heure on avait vu quel que soit le nombre de chefs, le pouvoir c'est un mal. Là, quelle que soit la manière dont le pouvoir est pris, ça ne change rien parce qu'il est exercé de la même façon. Donc les questions de la légitimité finalement n'ont aucune importance. La seule chose qui compte c'est la manière d'exercer. Et cette manière d'exercer, elle est toujours la même. Et en gros, ceux qui acquièrent le pouvoir par la conquête se comportent en conquérant à qui tout est permis. Ceux qui l'acquièrent par hérédité se comportent en propriétaires, à qui tout appartient et tout est dû. Et ceux qui sont élus, paradoxalement, devraient être plus supportables vu qu'ils ont été choisis. Donc si on les a choisis, c'est qu'il y avait de bonnes raisons et qu'on devrait davantage les aimer. Mais justement non, parce que comme ils ont été choisis, ils ont cet orgueil d'avoir été choisis, et donc ils sont odieux. Outre qu'une fois qu'ils sont choisis, ils veulent rester où ils sont. Et donc comme ils n'ont pas l'autorité de l'hérédité, ils vont déployer beaucoup plus de violence pour confisquer et capter le pouvoir.
par ailleurs, la distinction de ces trois manières de prendre le pouvoir finalement est secondaire, parce que quelle que soit la manière dont le pouvoir est pris au départ, si le pouvoir se maintient, c'est qu'il y a consentement. Donc le consentement qui est à la base de l'élection et qu'on trouve ni dans l'hérédité ni dans la conquête, en fait on le trouve dans tous les cas. Donc dès lors qu'un commandant commande, c'est qu'on consent à ce qu'il commande, donc c'est qu'il y a une validation d'en bas. Donc dans tous les cas il y a du consentement, et dans tous les cas il y a un consentement qui n'est pas compréhensible parce que le commandement est un mal. Donc, peu importe les questions philosophiques traditionnelles, la seule question, c'est celle-là, c'est comment la domination est-elle possible ? Et comment le consentement à la domination est-il possible ? Alors, une fois cette question posée, l'amitié va avoir une place centrale. Mais ce qui est intéressant, c'est que la pensée de la domination et de l'amitié va avec une mise à l'écart de la question des formes institutionnelles. C'est-à-dire que les formes institutionnelles sont assez indifférentes dès lors qu'il s'agit de penser le cœur de la question, qui est la domination. Et des liens de non-domination. Et on va voir aussi que cette pensée de l'amitié et de la domination va être liée à une mise à l'écart de la primauté de la raison en politique. Donc, je reprends le fil. Après avoir écarté la question des régimes, la Boétie pose la seule question qui lui importe. Donc ça, c'est la citation qui est vraiment très connue. Comment il se peut faire que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un tyran seul, qui n'a puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire, sinon qu'ils ont pouvoir de l'endurer, qui ne saurait leur faire mal aucun, sinon qu'ils aiment mieux le souffrir que lui contredire. Donc immédiatement, la question de la force est écartée et elle est remplacée par celle de l'amour, ils aiment mieux le souffrir, et par celle de l'enchantement. Juste en dessous du texte, on voit 1 million d'hommes servir misérablement, ayant le col sous le joug, non pas contraints par une plus grande force, mais aucunement enchantés et charmés par le nom seul d'un. Donc je reviendrai sur le nom seul d'un plus tard, mais pour l'instant ce qui m'intéresse c'est le enchanté et charmé, et ils aiment mieux. Donc là, c'est ça le vrai problème en fait. C'est qu'il y a un enchantement et un charme là où c'est pas concevable qu'on puisse aimer. Et donc immédiatement, au paragraphe d'après, il montre en quoi ça pose problème. Et donc c'est le premier paragraphe du texte qui est consacré à l'amitié, que je lis. Notre nature est ainsi que les communs devoirs de l'amitié l'emportent une bonne partie du cours de notre vie. Il est raisonnable d'aimer la vertu, d'estimer les beaux faits, de reconnaître le bien d'où l'on l'a reçu et diminuer souvent de notre aise pour augmenter l'honneur et avantage de celui qu'on aime et qui le mérite. Ainsi donc, si les habitants d'un pays ont trouvé quelques grands personnages qui leur aient montré par épreuve une grande prévoyance pour les garder, une grande hardiesse pour les défendre, un grand soin pour les gouverner, si de là en avant ils s'apprivoisent de lui obéir et de s'en fier tant que de lui donner quelque avantage, je ne sais si ce serait sagesse de tant qu'on l'ôte de là où il faisait bien, pour l'avancer en lieu où il pourra mal faire, mais certes, si ne pourrait-il faillir d'y avoir de la bonté, de ne craindre point mal de celui duquel on n'a reçu que bien. Et ensuite, il explique que de toute façon, le tyran ne fait que du mal, donc il n'y a aucune raison de l'aimer. Donc là, il parle d'un amour qui serait raisonnable. Et un amour qui serait raisonnable, ce serait un amour qui serait compréhensible parce que proportionnel à un mérite en fait. Donc, ce serait l'amour qui serait donné en échange d'un bien reçu, bien qui permette de se fier à quelqu'un. Et dans ce cadre de lien amical ou amoureux, il est concevable de faire passer le bien de l'autre avant le sien. C'est-à-dire qu'on peut se soumettre, on peut faire passer le bien de quelqu'un d'autre avant le sien sans s'aliéner pour autant. Donc on ne va pas pouvoir prendre ça comme modèle pour penser le rapport à un tyran. C'est-à-dire que dans le tyran, on oublie complètement son bien, on se consacre à lui, mais en échange on ne reçoit rien. Donc on ne peut pas le penser sur le paradigme de l'amitié. Donc ici, l'amitié est vue à la fois comme un lien qui est justifié, qui est raisonnable, qui est fondé sur des mérites, sur du bien reçu et qui est réciproque. Alors que le tyran, lui, ne mérite pas l'amitié et dans la relation au tyran, il n'y a aucune réciprocité.
Donc le tyran prend tout et ne donne rien. Donc en fait, on ne peut pas raisonnablement aimer un tyran. C'est contre la raison. Bon, c'est contre la raison, cependant, les hommes l'aiment quand même. Donc déjà, dès le début, il y a une indication que de toute façon, on est dans un domaine sur lequel la raison a peu de prise. Et en effet, non seulement les hommes consentent à la servitude, mais en plus ils la désirent. Et je reviendrai sur les textes précisément. Alors juste après, dans le texte, il y a un paragraphe qui est assez crucial, dans lequel la Boétie explique qu'on ne peut pas nommer, cette soumission au tyran. Elle est tellement pas compréhensible qu'on n'a pas de mots pour ça. Et c'est assez fort rhétoriquement. Il dit appellerons-nous cela lâcheté? Dirons-nous que ceux qui servent soient couards et recrues? Si 2, si 3, si 4 ne se défendent d'un, cela est étrange, mais toutefois possible. Bien pourra-l'on dire, à bon droit, que c'est faute de cœur, mais si 100, si 1000 endurent d'un seul. Ne dira-t-on pas qu'ils ne veulent point? Non qu'ils n'osent pas se prendre à lui, et que c'est non couardise, mais plutôt mépris ou dédain? Si l'on voit non pas 100, non pas 1000, mais 100 pays, 1000 villes, 1 million d'hommes, n'assaillir pas un seul, duquel le mieux traité de tous en reçoit ce mal d'être serf et esclave. Comment pourrons-nous nommer cela? Est-ce lâcheté? Or, il y a en tout vice naturellement quelques bornes, outre laquelle ils ne peuvent passer. 2 peuvent craindre 1 et possible 10, mais 1000, mais 1 million, mais 1000 villes. Si elles ne se défendent pas, si elles ne se défendent d'un, cela n'est pas couardise. Elle ne va point jusque-là. Non plus que la vaillance ne s'étend pas qu'un seul échelle une forteresse, qu'il assaille une armée, qu'il conquête un royaume. Donc, quel monstre de vice est celui-ci, qui ne mérite pas encore le titre de couardise, qui ne trouve point de nom assez vilain, que la nature désavoue avoir fait, et la langue refuse de nommer. Donc là, il y a un souci de la Boétie de parvenir à du connu, de ne pas effacer le problème en le rangeant sous des explications familières, mais aussi de ne pas faire écran avec les mots, à l'expérience qu'il s'agit de mettre en avant, dans cette démarche philosophique qui est inhabituelle, vu qu'elle consiste à partir des désirs politiques, des affects, du coup que le discours va tenter de décrire et de dégager. Et je pense qu'il y a aussi le fait que c'est à lire en parallèle avec ce qu'il va dire sur la coutume. La coutume empêche de penser, et il y aurait ce caractère des mots aussi qui nous ramènerait sur des explications coutumières, et donc qui ferait écran. Et donc il remplace la théorie et la nomination par une description des manières et des désirs, et notamment des manières d'aimer et des manières de désirer. Manière qu'il s'agira pour la Boétie de rendre sensible dans l'idée qu'aucune démonstration ne pourrait convaincre d'adopter les unes ou les autres. Et de fait, le problème est un problème de sensibilité, puisque, dit la Boétie à la fin de cette introduction, quand il a montré à quel point la domination était un mal radical, etc., et à la fin il dit « mais de toute manière, le peuple ne sent plus son mal ». Donc tout ce que j'ai dit en gros ne sert à rien, puisque le peuple ne sent pas le mal. De même qu'à la fin du texte, quand il parlera de ceux qui collaborent avec le tyran, il indiquera qu'ils n'ont plus de conscience personnelle, ils n'ont plus de sentiments personnels. Ils ne pensent plus que par le tyran, que comme le tyran. D'où, dit la Boétie, comme les gens ne sentent plus leur mal, je le cite, « je ne fais pas sagement de vouloir prêcher ». Donc en gros, ça sert à rien de vouloir argumenter et démontrer, ça ne marchera pas, parce qu'il y a un premier problème de sensibilité. Et donc ça, il dit ça juste après avoir démontré ce qu'on retient d'ailleurs de la Boétie, qui est que voilà, puisque le peuple a le nombre pour lui, et que le tyran n'existe que par le peuple, il suffirait au peuple d'arrêter de soutenir le tyran pour que le tyran s'effondre. Et donc là, vraiment, dans la première partie, il argumente. C'est-à-dire qu'il argumente même a fortiori en disant « mais c'est même pas la peine de le combattre. Je vous demande pas d'aller le combattre. Je vous demande pas de prendre les armes et de prendre des risques. Je vous demande juste d'arrêter de soutenir. » Donc c'est un simple retrait de soutien. Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libre. Donc ça, il est dans l'argumentation, tout ça pour dire après, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Et dans cette
première partie qui pose le problème, il a aussi décrit à quel point le peuple est responsable du mal, de la domination qu'il endure. Et c'est notamment dans cette édition, c'est page 113. Donc encore ce tyran, il n'est pas besoin de le combattre, il n'est pas besoin de le défaire, il est de soi-même défait, mais que le pays ne consente à sa servitude. Il ne faut pas lui ôter rien, mais ne lui donner rien. Il n'est pas besoin que le pays se mette en peine de rien faire pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples mêmes qui se laissent, ou plutôt se font gourmander, puisqu'en cessant de servir, ils en seraient quittes. C'est le peuple qui s'asservit, qui se coupe la gorge, qui, ayant le choix d'être serf ou d'être libre, quitte la franchise et prend le joug, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. Donc ça c'est important, c'est pas seulement du consentement, c'est carrément du pourchassement. Donc à la fin, pour avoir la liberté, il ne suffirait que de la désirer. Donc là on a le conflit de deux libertés, désirer la liberté ou pourchasser le mal de la domination. Donc ce n'est pas seulement un consentement passif, c'est vraiment un désir actif, et c'est ce désir actif finalement qui retourne les gens contre eux-mêmes. Donc la domination, elle est caractérisée d'abord comme un mode anthropologique, comme un désir destructeur en fait. Dans d'autres citations, il est question de l'avantage que vous lui faites au tyran pour vous détruire. Vous êtes les receleurs du larron qui vous pille, vous êtes les complices du meurtrier qui vous tue, vous êtes traîtres à vous-même. Donc finalement, la domination est possible parce que il y a une division et que les gens désirent contre eux-mêmes. Donc ça, ce n'est pensable que dans une anthropologie classique où toute volonté est une volonté de bien. On ne peut pas concevoir qu'on désire autre chose que son bien. Donc c'est pensé comme une aliénation, une dénaturation. Et donc là, il suffirait de montrer aux gens qu'en fait, ils font leur mal pour les convaincre. Et justement, non. Justement non, pourquoi ? Parce qu'ils ne sentent pas le mal. Donc en dessous d'une thèse qui est que voilà, il suffirait d'être bien éclairé pour bien orienter ses désirs, il y a l'idée que non, en fait, la lumière n'éclaire pas les désirs sont premiers. La raison a un peu de prise dessus. Voilà, les désirs sont premiers. Ce désir quand même, cette division des gens contre eux-mêmes, c'est un résultat de la domination. C'est-à-dire que ce qui caractérise le tyran, ça on va le voir, c'est qu'il introduit de la division partout. Il divise la société contre elle-même et il divise chaque individu contre lui-même. Et ce désir des gens là qui est contre eux, il est lié au désir des dominants, puisque ce que dit la Boétie, c'est que les dominés sont ainsi complices des désirs et des plaisirs du dominant. Comme si déjà là, il y avait un désir pour le genre de vie de la domination. Ce genre de vie tyrannique où on ne désire qu'au détriment des autres. Et où, en fait, finalement, le désir, c'est toujours un désir de propriété et de domination. Et en tout cas, les gens sont complices de ces désirs à la fois dominateurs et propriétaires. Et donc ce désir, la Boétie veut tenter de l'expliquer. Et à partir du moment où il dit qu'il va l'expliquer, il y a un saut dans le texte qui est très bizarre. Voilà, je vais trouver l'explication à ces désirs, et puis il part sur complètement autre chose, ce qu'il fait assez souvent quand même. Et là, il y a un paragraphe qui est assez central dans le livre. Donc là, c'est page 117, et ça commence par « Premièrement, cela est, comme je crois, hors de doute ». Donc c'est le paragraphe qui introduit l'idée de compagnie. Et c'est un paragraphe qui commence d'abord par rappeler ce à quoi nous devons obéir par nature. Donc je le lis parce que c'est le paragraphe central du texte. Premièrement, cela est, comme je crois, hors de doute que si nous vivions avec les droits que la nature nous a donnés, avec les enseignements qu'elle nous apprend, nous serions naturellement obéissants aux parents, sujets à la raison et serfs de personne. De l'obéissance que chacun, sans autre avertissement que de son naturel, porte à ses pères et mères, tous les hommes s'en sont témoins, chacun pour soi. De la raison, si elle naît avec nous ou non, qui est une question débattue à fond par les académiques et touchée par toute l'école des philosophes. Pour cette heure, je ne penserai point faillir en disant cela, qu'il y a en notre âme quelque naturelle semence de raison, laquelle, entretenue par bons conseils et coutumes fleuries, en vertu, et au contraire, souvent, ne pouvant durer contre les vices survenus, étouffée, s'avorte. Mais certes, s'il n'y a rien de clair ni d'apparent en la nature, et où il ne soit pas permis de faire l'aveugle,
C'est cela que la nature, le ministre de Dieu, la gouvernante des hommes, nous a tous fait de même forme et, comme il semble, à même moule, afin de nous entreconnaître tous pour compagnons ou plutôt pour frères. Et si, faisant les partages des présents qu'elle nous faisait, elle a fait quelque avantage de son bien, soit au corps ou en l'esprit, aux uns plus qu'aux autres, si n'a-t-elle pourtant entendu nous mettre en ce monde comme dans un champ clos et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ni les plus avisés, comme des brigands armés dans une forêt pour y gourmander les plus faibles, mais plutôt faut-il croire que, faisant ainsi les parts aux uns plus grandes et aux autres plus petites, elle voulait faire place à la fraternelle affection, afin qu'elle eût tous employés, ayant les uns puissance de donner, aide, les autres besoin d'en recevoir. Puisse donc que cette bonne mère nous a donné à tous la terre pour demeure, nous a logés aucunement en même maison, nous a tous figurés à même patron, afin que chacun puisse se mirer et quasi reconnaître l'un dans l'autre. Si elle nous a donné à tous ce grand présent de la voix et de la parole pour nous accointer et fraterniser davantage, et faire, par la commune et mutuelle déclaration de nos pensées, une communion de nos volontés, si elle a tâché par tout moyen de serrer et étreindre si fort le nœud de notre alliance et société, si elle a montré en toute chose qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un, il ne faut pas faire doute que nous ne soyons naturellement libres, puisque nous sommes tous compagnons, et ne peut tomber en l'entendement de personne que nature ait mis aucun en servitude, nous ayant tous mis en compagnie. Donc le but du paragraphe, c'est de nous montrer que nous sommes libres car nous sommes égaux, et nous sommes égaux car nous sommes des amis, nous sommes des compagnons. Donc, je pars du début. Donc, par nature, nous sommes naturellement obéissants aux parents. La Boétie explicite lui-même, ça c'est un fait, ça c'est pas très intéressant. Par nature, on est sujet de la raison, enfin c'est une hypothèse. On est sujet de la raison, peut-être. C'est discuté par les philosophes, question débattue à fond par les académiques. Et moi, je suppose, dit la Boétie. Je ne penserais pas faillir, mais voilà, c'est une hypothèse. Je suppose quoi ? Je suppose qu'il y a des bribes de raison qui se développent ou pas, en fonction de l'entourage. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'autarcie de la raison. Et qu'il n'y a pas de raison sans une culture commune. Et donc, et ça va être corroboré par la suite du texte, en fait, il n'y a pas de raison sans, il n'y a pas vraiment de raison sans compagnie. Ce qui fait que, et ça c'est important en fait, parce que si la Boétie avait dit nous sommes sujets à la raison et donc libres, on aurait pu être un peu kantien et dire que voilà, nous sommes libres parce que nous avons l'autonomie de la raison. Mais en fait, c'est pas ça qu'il dit. Il dit nous sommes sujets à la raison, enfin peut-être, j'en sais rien, et puis c'est quand même à modérer parce que la raison n'est rien sans les autres. Et nous sommes serfs de personnes, et ce qui l'intéresse, c'est pas de penser l'autonomie, donc la production de la règle, ce qui l'intéresse, c'est de penser la non-domination. Et vient donc le passage où il commence à argumenter cette idée selon laquelle nous sommes serfs de personnes. Donc la première approche, c'est nous sommes hommes faits de même forme, à même moule, afin de nous entreconnaître tous pour compagnons ou plutôt pour frères. Donc là on a une première approche qui est assez identitaire. Qu'est-ce qui fait qu'on est tous compagnons et même frères ? C'est qu'on a la même forme, le même moule. Donc on est du côté de l'identité et même de la consanguinité. Deuxième approche, c'est que les capacités sont inégalement distribuées, ce qui permet la fraternelle affection. Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous compagnons ? C'est que nous avons les uns puissance de donner aide et les autres besoin d'en recevoir. Donc dans cette seconde approche, on pense la compagnie non plus depuis le même, mais depuis les différences, pour mettre l'accent finalement non plus sur la ressemblance, mais sur le lien lui-même, et sur un lien de réciprocité, sur un lien de soins mutuels en fait. Et ici, la Boétie réactive la thématique antique de la société fondée sur les bienfaits, la thématique stoïcienne. Donc là, on a une approche qu'on pourrait dire sociale en fait, une pensée de la mutualité. Donc là, la compagnie, ce serait une manière de penser le lien social, en général. Mais un lien social qui émane du corps social lui-même, qui ne soit pas fabriqué par un tyran. Troisième temps, la bonne mère nous a donné à tous la terre pour demeure, nous a logés en même maison. Troisième temps, la compagnie vient de la coexistence, de la commune habitation. Donc là, après l'approche identitaire, après l'approche sociale, on a l'approche qui serait plus politique. Si on pense que la politique a son point de départ dans le fait que nous coexistons et que nous devons organiser cette coexistence. Quatrième temps,
on a une reprise d'Aristote, mais en fait qui n'a rien à voir, sur la voix et la parole. La nature nous a donné la voix et la parole pour nous accointer et fraterniser davantage. C'est-à-dire que contrairement à ce que fait Aristote, il ne distingue pas la voix et la parole pour distinguer l'expression subjective de l'argumentation, l'argumentation, mais il les met sur le même plan. C'est à la fois ce qui permet, la voix et la parole, c'est ce qui permet aux hommes de s'accorder, de produire du commun, de produire du partage, de produire de la mutualité des pensées. Et ça vaut aussi bien pour ce qui serait du logos rationnel que pour ce qui serait des expressions, des émotions, du sensible. Et ce point sur la parole et la voix, il conduit à relativiser complètement le point de départ identitaire, parce que si on a besoin de la parole et de la voix pour s'accorder, c'est qu'on n'est pas accordé de manière prédisposée. Mais de toute façon, la Boétie se contredit tout le temps, quoi. Il fait ça tout le temps. Voilà. Tout n'est pas compatible dans son texte. Alors ce passage-là sur la voix et la parole, on peut le lire en regard d'un autre passage qui va venir après, où en gros, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais la Boétie a parlé de ceux qu'il appelle ceux qui sont mieux nés que les autres et donc qui ont de la culture et qui pensent mieux, etc. Et il montre juste après que ça sert à rien de penser mieux si on est sous une domination qui nous empêche de communiquer les uns avec les autres. Donc le grand Turc s'est bien avisé de cela, que les livres et la doctrine donnent plus que toute autre chose aux hommes le sens et l'entendement de se reconnaître et d'haïr la tyrannie. J'entends qu'il n'a en ces terres guère de savants ni n'en demande. Or, communément, le bon zèle et affection de ceux qui ont gardé, malgré le temps, la dévotion à la franchise, c'est-à-dire l'amour de la liberté, pour si grand nombre qu'il y en ait, demeure sans effet pour ne s'entreconnaître point. Donc, en gros, si on ne s'entreconnaît pas, c'est-à-dire si on n'est pas lié par des liens de compagnie et donc d'échange, on oublie qu'on est libre. La liberté leur est toute ôtée sous le tyran, de faire, de parler et quasi de penser. Ils deviennent tous singuliers en leur fantaisie. Donc, Mom, le dieu moqueur, ne se moqua pas trop quand il trouva cela à redire en l'homme que Vulcain avait fait, de quoi il ne lui avait pas mis une petite fenêtre au cœur afin qu'on puisse voir ses pensées. Donc là, ce que dit la Boétie, c'est que si on ne parle pas les uns avec les autres, on ne sait pas qui sont les autres, mais on ne sait pas non plus qui on est nous-mêmes, et donc on ne sait pas qu'on est libre. Ce qui, encore une fois, relativise l'approche identitaire, puisque sans parole, on ne s'entreconnaît pas. Donc on a beau être fait par même moule, on ne va pas s'entreconnaître si on n'a pas parlé. Donc la parole permet une connaissance mutuelle, une connaissance de soi, et aussi une production de communauté, un accord des volontés. Et dans ce que je vous ai lu, là, juste avant, la Boétie met en équivalence se reconnaître et haïr la tyrannie. Ça va ensemble. Ce qu'il faut rapprocher de la conclusion de notre paragraphe, nous sommes tous libres parce que nous sommes compagnons. Donc l'idée de la Boétie, c'est que sans fréquentation, la capacité de penser ne sert à rien, que si les hommes ne s'entreconnaissent point, ils deviennent tous singuliers dans leur fantaisie, bon, c'est-à-dire que voilà, la pensée devient idiote, non partageable. Donc encore une fois, il n'y a pas d'autonomie de la raison. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'autonomie de la raison, parce que sans communication, on devient seulement fantaisie on devient singulier dans sa fantaisie. Donc c'est vraiment le développement de la raison qui permet de penser, ce qui fait que la liberté de la pensée chez la Boétie, elle est pensée comme mobilité, en fait, comme mobilité de la pensée. À travers les perspectives, donc grâce à l'échange, et aussi à travers les temps. Je reviendrai tout à l'heure, une pensée mobile, c'est une pensée qui n'est pas vouée au présent. Et donc qui, grâce à l'échange, grâce à la lecture, peut circuler. Il dit ça juste. Ceux qui sont capables de penser ne regardent pas seulement ce qui est devant leurs pieds, ils se souviennent et ils voient les choses du temps à venir pour juger celles du présent, notamment grâce à l'étude. Alors, donc la vie en compagnie fait haïr la tyrannie et est une preuve de notre liberté que personne n'est serf d'un autre. Premièrement, on pourrait dire que c'est parce que tous sont identiques. Donc ça, c'est l'argument le plus faible.
Deuxièmement, parce que la compagnie, encore une fois, c'est une vie de partage et de liens mutuels et réciproques, dans laquelle les hommes tiennent les uns aux autres, et cette mutualité exclut la domination. C'est-à-dire que la domination, elle est aussi pensée par la Boétie comme étant un lien sans réciprocité qui isole tout le monde. C'est-à-dire que quel est le lien entre le dominant et les dominés ? C'est le dominant pille les dominés, il prend tout et il ne donne rien en échange. Donc la réciprocité, c'est la forme du lien qui s'oppose à la domination, qui n'est pas un lien. Et ce lien, encore une fois, il est fondé sur le fait de donner et de recevoir, et d'abord de donner et de recevoir des pensées. Donc la compagnie, ici, on peut y voir une traduction soit de la societas en romain, soit de la koinonia en grec, donc de manière de penser la communauté, la société en général. Donc, si on pense ça comme ça, on met en avant le partage, on met en avant le commun. Et on est du côté des pratiques. Et le concept n'implique pas immédiatement l'égalité en fait. On peut très bien avoir une société où il y a une division du travail et comme ça une solidarité, des interdépendances sans qu'il y ait égalité. Et justement, ce qu'on va voir ensuite, c'est que la Boétie va rabattre la compagnie et l'amitié l'une sur l'autre pour penser la compagnie comme égalitaire et donc pour penser une société comme radicalement égalitaire. Alors, il y a une phrase qui est compliquée. Il ne faut pas faire de doute que nous ne soyons naturellement libres. Non, pas ça, ça va. Mais elle a montré en toutes les choses qu'elle ne voulait pas tant nous faire tous unis que tous un. Donc là, il y a pas d'interprétation de cette phrase. On n'était censé être pas tous unis. Bon, elle voulait pas nous faire tous unis que tous un. Donc il y a une interprétation qui serait il ne s'agit pas seulement d'être réunis, mais il s'agit de faire un seul corps. C'est l'interprétation peut-être la plus immédiate, mais elle est quand même problématique parce qu'elle n'est pas justement en accord avec cette idée qu'il y ait une... En tout cas, elle ne laisse pas penser une liberté individuelle, ni ce jeu de mobilité de la pensée entre les perspectives. Alors je pense qu'il faut penser ça par rapport justement à ce que fait le tyran, qui est de diviser le corps social. En fait, là, il faut penser qu'ils sont tous un contre la division que produit la domination dans la société et entre chacun. Alors, donc naturellement, nous sommes tous libres puisque nous sommes tous compagnons, et donc l'égalité est le fondement de la liberté. Et cette liberté, dit la Boétie, nous l'avons oubliée. Et c'est ce qu'il appelle le malencontre, c'est le malheur originel, qui fait que nous sommes entrés dans des sociétés qui sont fondées sur le commandement et l'obéissance, et nous avons perdu la souvenance de notre premier être et le désir de le reprendre. C'est-à-dire nous avons oublié que nous étions libres, et surtout nous avons perdu ce que c'est que le désir de la liberté. Donc le problème, encore une fois, c'est celui du désir. Donc il parle du désir, et puis comme d'habitude, il va totalement sur autre chose, il part sur la coutume. Donc là, on a tout le passage sur la coutume, qui arrive à la conclusion. À quel propos tout ceci, dit la Boétie. À quel propos tout ceci ? Au fait que justement que si on considère le problème qu'on a été accoutumé à la servitude, on comprend très bien qu'on ne désire plus la liberté, puisqu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Donc il faudrait avoir goûté les joies de la liberté pour pouvoir la désirer. D'où la thèse, qui paraît la thèse la plus habituelle, la plus familière, etc. La première raison de la servitude, c'est la coutume. Et immédiatement, la Boétie montre que cette thèse ne tient pas, puisque la coutume ne marche pas tout le temps, et qu'il y a des gens qui ne s'apprivoisent jamais de la sujétion. Et ça, ce sont ceux qui sont mieux nés que les autres. Donc c'est l'élite des quelques-uns mieux nés, instruits, qui ont une pensée mobile, dont la pensée n'est pas prise dans les idéologies du présent, et qui désirent autre chose, et qui sont capables d'imaginer ce qui n'est pas. Et je cite la Boétie: quand la liberté serait entièrement perdue et toute hors du monde, ils l'imaginent et la sentent en leur esprit, et encore la savourent. Donc les mieux-nés, cette élite qu'on reverra à la fin,
les mionnés, ce sont ceux qui sont capables de désirer encore la liberté, et ils ne peuvent être capables de le faire qu'à condition d'être liés par des liens d'amitié, en fait. Parce que juste après, ils montrent que sous la domination, justement, s'ils sont tout seuls, chacun chez eux, ça ne marchera pas. Donc on a immédiatement une image des amitiés élitistes sous la domination. C'est ceux qui se rendent compte qu'il y a domination, qui la combattent, et s'ils peuvent la combattre, c'est parce qu'ils sont liés par des liens d'amitié, et que ces liens d'amitié leur font souvenir de leur réelle nature, c'est-à-dire leur nature d'être libre. Et donc juste après le passage que j'ai lu tout à l'heure, sur le fait que sous la tyrannie, si tout le monde est séparé, il n'y a pas de pensée, donc il n'y a pas de mémoire de la liberté, la Boétie fait un petit passage en revue d'expériences tyrannicides. Mais vraiment, il y passe du coq à l'âne, quoi. Voilà, juste après cette idée de la fenêtre au cœur qui faisait qu'on voyait pas les pensées, on voulut bien dire que Brutus et Cassius, lorsqu'ils entreprirent la délivrance de Rome, ne voulurent pas que Cicéron fut du complot parce que il se fiait de sa volonté mais pas de son courage. Donc apparemment ça n'a rien à voir. Mais ce que ça indique quand même, c'est qu'il y a une dimension élective du complot qui est fondée sur des liens de confiance. C'est-à-dire qu'aux belles paroles de Cicéron, ils opposent l'absence de confiance qui est fondée sur une pratique de la personne, sur une pratique personnelle, sur une expérience des manières, des caractères, type d'expérience qui ne se donne que dans l'amitié. Et donc c'est important cette idée de confiance parce qu'on verra à la fin du texte que ce qui caractérise vraiment l'amitié, c'est la confiance. C'est un lien qui permet la confiance. Et immédiatement, la Boétie, comme d'habitude, il démontre ce qu'il vient juste de dire en disant mais pourtant, en fait, Cicéron, il voulait peut-être, mais il n'était pas courageux. Mais en même temps, il suffit de vouloir pour démettre le tyran. Et on voit que souvent, les gens ont démis les tyrans, rien que dès lors qu'ils le voulaient, ils l'ont démis, il y avait un coup de chance. Puis juste après, de toute façon, ça servait à rien, en fait, parce que démettre les tyrans, c'est très facile, ramener la liberté, c'est autre chose. Et à la fin, il parle des autres complots, les plus fréquents, dit-il, à partir d'un certain moment à Rome, qui étaient fondés non pas sur le désir de la liberté, mais sur le désir de prendre le pouvoir. Et donc là encore, ce qui compte, c'est les ressorts, finalement, les désirs qui guident les comploteurs et les assassinats de tyrans. Est-ce qu'il s'agit de libérer, ou est-ce qu'il s'agit d'un désir de domination ? Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on se met en conjuration ? Est-ce que c'est par désir de domination, ou est-ce que c'est par désir d'émancipation ? Alors, c'est la fin du passage sur la coutume. Et juste, donc là, la Boétie met tout ça entre parenthèses en disant que voilà, tout ça c'était une grosse digression et qu'il a perdu son propos. Donc il revient à son propos en indiquant une autre raison qui fait qu'on s'acclimate à la servitude, voire même qu'on la désire. Et cette seconde raison, c'est le charme. C'est les charmes de la domination. Alors, ce qui montre, c'est que les dominants savent jouer avec les désirs des dominés, comme avec leur courage. Puisqu'on a vu que voilà, des amis qui ont confiance les uns envers les autres sont prêts à prendre des risques, qu'est-ce que fait le tyran ? Il les rend lâches. Il essaye de les rendre lâches et il essaye de faire qu'il n'ait pas d'amis, parce que plus on est isolé, plus on est lâche. Et donc, il énumère des techniques pour avachir les hommes. Et notamment, ces techniques pour avachir les hommes consistent à polariser leurs désirs vers autre chose que la liberté. Et notamment les jeux, les banquets et les bordeaux, le pluriel de l'époque de bordel. Donc la thématique de l'évergétisme là n'est pas du tout originale. Cela dit, il faut quand même opposer les bienfaits mutuels des compagnons aux bienfaits des puissants qui achètent la tranquillité. Donc les bienfaits des compagnons, ils sont mutuels, ils correspondent à des besoins. Les soi-disant bienfaits des tyrans ne sont pas en fait des bienfaits, puisque, dit la Boétie, le tyran ne donne qu'avec ce qu'il a pillé. Et donc les gens, dit-il, les gros lourdeaux sont complètement débiles. Les gros lourdeaux, c'est lui qui parle, débile, c'est moi. Puisqu'ils croient qu'ils sont reconnaissants envers le tyran de leur faire des présents, alors qu'en fait, il leur offre beaucoup moins que ce qu'ils leur ont pris avant.
Donc il croit être dans une relation de réciprocité avec un tyran, il croit être dans une relation d'amour où on donne et on reçoit, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Et ce qui est assez frappant dans le passage, c'est tout le vocabulaire de la séduction, qui met vraiment l'histoire de la domination du côté du désir, et ce qui conduit vraiment à voir que l'amour, c'est une thématique centrale du discours, en fait. C'est-à-dire que l'amour, dans la tradition courtoise, c'est toujours pensé comme une privation de liberté. Donc le chevalier se dévoue pour sa belle, etc. Et privation de liberté qui peut être légitime. Et donc la Boétie, un des objets de la Boétie, voilà, il pense le champ politique à partir du champ amoureux, en tout cas la métaphore elle est permanente. Il y a vraiment l'idée que il s'agit des appâts de la servitude, des allèchements des anciens tyrans, etc. Les peuples s'allègent vite à la servitude, etc. Ils se laissent aller sitôt qu'on les chatouille. Et finalement, pour la Boétie, il s'agit de penser de différentes manières d'aimer et donc différentes manières de se lier. Et encore une fois, une manière qui serait égalitaire, mutuelle et raisonnable, et une manière qui est aveugle, qui est sans réciprocité et qui est chimérique. Et qui n'est possible que par manipulation. Et donc il y a les charmes, les filtres, les belles paroles. Et d'ailleurs, à la fin de cette séquence sur les charmes, la Boétie fait tout un couplet sur la poésie qui est au service du pouvoir. Pour produire de l'illusion et du désir. Donc ce qui compte, encore une fois, voilà, ce n'est pas... c'est cette entreprise de séduction, de production et de captation des désirs. Et la Boétie clôt cette séquence de manière encore très désinvolte, en disant, voilà, pour retourner d'où je ne sais pas comment j'ai détourné le fil de mon propos. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, je n'ai parlé que pour le menu et grossier peuple. J'en reviens au ressort et secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. Donc là, dans ce livre-là, c'est page 145. C'est « Mais maintenant, je viens à un point lequel est à mon avis le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de la tyrannie. » Donc là, il répète sa thèse du départ, c'est que c'est pas les armes qui défendent le tyran, ce sont ses soutiens, mais c'est pas n'importe quel soutien, c'est pas le soutien des pauvres gens qui obéissent, c'est le soutien des gens qui le soutiennent parce qu'ils commandent avec lui. Donc je lis un passage. « Toujours, il a été que 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran, et s'y sont approchés d'eux-mêmes, ou bien ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les macros de ses voluptés, et communs au bien de ses pilleries. » Donc, le tyran est puissant lui aussi par une compagnie. Il a des compagnons. Ce sont les compagnons de ses plaisirs. Et il a aussi des complices. Et avec ces complices, il y a en première analyse une forme de partage. Donc, en première analyse, voilà, on a une forme de compagnie là. Et on a une forme de compagnie dans laquelle il y a mutualisation des plaisirs, du butin. Et l'entourage, les gens qui l'entourent, ils ont désiré ça. Ils ont désiré avoir ce pouvoir, ils ont désiré partager ce pouvoir, ils ont désiré partager le butin. Et ils ont aussi désiré avoir du pouvoir sur le pouvoir. C'est ça, avoir l'oreille du tyran. Donc ce qui l'émeut vraiment, c'est le désir de dominer. Donc ils vont s'écraser complètement, mais pour le plaisir d'avoir l'oreille à un moment. Et donc, sous les 6, dit la Boétie, il y en a 600, sous les 600, il y en a 6000, etc. Dit la Boétie, à qui ils font faire tant de maux qu'ils ne puissent durer que sous leurs ordres. Donc la technique de pouvoir hyper connue, c'est si vous voulez vous attacher des serviteurs, vous leur faites commettre des crimes, et ensuite ils ne pourront pas vous lâcher, parce que sinon ils vont payer pour les crimes que vous leur avez fait commettre. Et, dit la Boétie, les 6000, les 100 000, les millions par cette corde se tiennent au tyran. Et donc tout marche par une distribution d'offices, de faveurs. Et notamment, dit la Boétie, c'est aussi lié à la crue du Sénat, c'est-à-dire l'explosion du nombre de sénateurs. Donc on est aussi à un moment de création de l'État, de l'administration, avec l'idée que l'on distribue des places d'administration à tout le monde, justement pour s'assurer d'une mainmise sur la population. D'où, conclusion, il se trouve enfin quasi autant de gens auxquels la tyrannie semble être profitable, comme de ceux à qui la liberté serait agréable. Donc là, division de la société en deux camps, en fait, ceux qui aiment la tyrannie et ceux qui aimeraient la liberté. Entre parenthèses, ça lamine complètement l'idée de départ qu'il y a un contre un peuple et qu'il n'y a pas de rapport de force.
Et donc ce qui l'émeut, ceux à qui la tyrannie semble être profitable, c'est l'ambition, l'avarice, l'appât du gain. C'est le fait, je cite, d'être sous le grand tyranno eux-mêmes. Et donc ce qui est à l'œuvre, c'est le désir d'avoir part au genre de vie lié à la domination. Et immédiatement, la Boétie fait une analogie avec les voleurs, les corsaires et les pirates. Je la lis. Ainsi font les grands voleurs et fameux corsaires. Les uns découvrent le pays, les autres chevalent les voyageurs. Les uns sont en embûche, les autres au guet, les autres massacrent, les autres dépouillent, et encore qu'il y ait entre eux des prééminences, et que les uns ne soient que valets, les autres chefs de l'assemblée. S'il n'y en a-t-il à la fin pas un qui ne se sente, sinon du principal butin, au moins de la recherche. On dit bien que des pirates siciliens ne s'assemblèrent pas seulement en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux Pompée le Grand, mais encore tirèrent à leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités au havre desquelles ils se mettaient en sûreté, revenant des courses et pour récompense leur baillant quelques profits du recèlement de leur pillage. Donc la compagnie autour du tyran est comparée à une alliance de pirates, de corsaires ou de voleurs, c'est-à-dire à une union pour le pillage. Donc il y a une forme de compagnie, mais elle est restreinte finalement, et elle a pour but non pas un partage des ressources de la terre qu'on habite, mais un pillage des ressources, un accaparement. Et donc elle ne se forme que contre les autres. Donc c'est pas une compagnie inclusive. D'où l'idée de la Boétie dans le paragraphe qui suit, c'est que le tyran a servi les sujets les uns par le moyen des autres, avec sa métaphore, pour fendre du bois, il fait des coins du bois même. Donc c'est là l'idée, quoi. Le tyran divise la société. Et en divisant la société, il détruit les liens de compagnie. C'est-à-dire qu'il ne fait une fabrique une petite compagnie que contre le peuple, que contre les autres. Et les affects qui mènent à le rejoindre sont de cet ordre. Des hommes sont contents d'endurer du mal pour en faire. Donc là, il y a aussi, évidemment, derrière un jugement moral, j'y reviendrai sur cette question du jugement moral. Mais pour la Boétie, il me prend souvent ébahissement de leur méchanceté et pitié de leur sottise. Donc à la fois, ils sont mauvais, ces gens qui veulent dominer, mais en plus, ils sont bêtes parce que en fait, leur vie est juste horrible. Et je lis la description de la vie horrible. Qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils se reconnaissent, entre parenthèses, c'est ce qu'ils ne pourraient pas faire, donc ils ne vivent pas dans une compagnie qui est fondée sur l'échange, et pour se reconnaître, il faut une telle compagnie. Donc qu'ils se regardent eux-mêmes et qu'ils se reconnaissent, et ils verront clairement que les villageois, les paysans, lesquels, tant qu'ils peuvent, ils foulent aux pieds, et en font pis que des forçats ou esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là ainsi sont malmenés, sont toutefois au prix d'eux fortunés et aucunement libres. Le laboureur et l'artisan, pourtant qu'ils soient asservis, en sont quittes en faisant ce qu'ils ont dit. Mais le tyran voit les autres qui sont près de lui, coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il dit, mais qu'il pense ce qu'il veut, et souvent pour lui satisfaire. Qu'il prévienne encore ses pensées. Ce n'est pas tout à eux que de lui obéir, il faut encore lui complaire. Il faut qu'il se rompe, qu'il se tourmente, qu'il se tue à travailler en ses affaires, et puis qu'il se plaise de son plaisir. Qu'ils laissent leur goût pour le sien, qu'ils forcent leur complexion, qu'ils dépouillent leur naturel. Il faut qu'ils se prennent garde à ses paroles, à sa voix, à ses signes et à ses yeux, qu'il n'ait ni œil, ni pied, ni main, que tout ne soit au guet pour épier ses volontés et pour découvrir ses pensées. Cela est-ce vivre, heureusement, cela s'appelle-t-il vivre? Est-il au monde rien moins supportable que cela? Je ne dis pas à un homme de cœur, je ne dis pas à un bien-né, mais seulement à quelqu'un qui ait le sens commun, ou plutôt la face d'homme. Quelle condition est plus misérable que de vivre ainsi, qu'on n'ait rien à soi, tenant d'autrui son aise, sa liberté, son corps et sa vie? Donc là, la Boétie est en train d'essayer de montrer à quel point cette vie d'aliénation totale est invivable, tout en disant que les gens qui sont dedans ne pourront pas s'en apercevoir, parce qu'ils n'ont pas de miroir pour s'en apercevoir. Et que de toute manière, ils ont abandonné la pensée, c'est-à-dire qu'ils ne pensent que les pensées du tyran. Donc ce qu'il décrit là, c'est une soumission vraiment qui est totale du corps, de l'esprit. Et ils n'ont plus de sens commun, précisément parce qu'il n'y a plus de partage de pensée. Et donc c'est ce qui peut distinguer les deux compagnies qu'on a déjà vues. Dans la première compagnie, la pensée circule. Dans cette compagnie, la pensée ne circule pas.
Et dans la première compagnie, il y a partage, mutualisation. Dans cette compagnie-là, il y a identification. Et donc, le groupement fondé sur l'identification, c'est celui-là. Chacun s'oublie lui-même en s'identifiant à l'unité qu'est le chef. Donc là, on a deux manières d'aimer. Une manière dans laquelle on s'entreconnaît réciproquement, on a accès et à soi et à l'autre, et donc on ne disparaît pas soi vu qu'on a accès à soi. Et une manière dans laquelle on s'efface complètement. Et qui n'est pas véritablement un lien, en fait. C'est pas un lien, c'est une identification. C'est ce que disait la Boétie au début. Ils sont charmés par le non seul d'un. Donc il n'y a que ce non seul d'un. Puis, la Boétie réfute finalement l'idée que dans ce type de communauté, il y ait du partage. C'est-à-dire que les gens qui aident le tyran, ils font ça pour avoir part au butin, mais rien ne sera à eux. C'est-à-dire qu'il va leur concéder éventuellement momentanément quelque chose, mais ce ne sera jamais garanti. Donc je lis un extrait. Ils veulent faire que les biens soient à eux et ne se souviennent pas que ce sont eux qui lui donnent la force pour ôter tout à tous et ne laisser rien qu'on puisse dire être à personne. Donc en fait, cette illusion, le partage, ce n'est qu'une illusion. Ce que leur laisse comme butin le tyran, il le reprendra du jour où il n'aura plus besoin d'eux. Et là, la Boétie donne l'exemple de tous ceux qui un jour ont eu l'oreille des princes, puis ont été anéantis. Donc là, en fait, comme pour ce qui était du peuple, pour les courtisans ou les aides ou les soutiens, il y a un don total de soi et sans réciprocité, qui repose sur un mauvais calcul, sur un désir chimérique, qui est être l'ami du prince. Ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir être l'ami du prince. Ils s'imaginent qu'il va pouvoir y avoir partage. Or, dans de la domination, il n'y a pas de partage et il n'y a pas d'amis. Donc ce à quoi échouent aussi ces gens-là, ce à quoi ils sont nuls, c'est à choisir les amis en fait. Ils ne sont pas capables de choisir quelqu'un qui peut vraiment être un ami. Donc il y a des genres de vie dans lesquels il n'y a pas d'amitié. Et ce qui caractérise vraiment les gens de bien même, et donc là on arrive à l'amitié des élites, les gens de bien, ils se sentent du mal commun, et à leurs dépens ils éprouvent la tyrannie. Donc les gens qui sont des gens de bien, ils ne pourraient pas prendre de plaisir à être dans l'entourage du prince, ils ne pourraient pas prendre du plaisir à la domination. Ils ne se laisseraient pas avoir par les appâts de la domination. Et ce qui est important, c'est pas qu'ils le savent, c'est qu'ils le sentent. Donc on est encore dans la sensibilité. Ils se sentent du mal commun. Et ils savent qu'il n'y a pas de sécurité dans l'entourage du prince, qu'il n'aime personne, pas même lui-même. Donc là, je recite la Boétie. Quelle amitié peut-on espérer de celui qui a bien le cœur si dur que haïr son royaume qui ne fait que lui obéir, et lequel, le prince, pour ne se savoir pas encore aimé, s'appauvrit lui-même et détruit son empire. Donc description du tyran très classique, très, très antique. Le tyran ne s'aime pas, et en tyrannisant tout le monde, finalement, c'est contre lui qu'il agit, ne serait-ce que parce qu'il appauvrit son royaume, quoi. Il détruit son royaume en le pillant sans cesse, et en s'aliénant tout le monde en plus. Donc de toute façon, le tyran est aussi dans une situation où il doit en permanence se défendre contre des complots, parce qu'il est tellement cruel que forcément les gens se retournent contre lui. Et donc après ce thème très classique, la Boétie revient sur l'amour des courtisans. Et donc il montre que l'amour des courtisans pour le prince, il est entier, il est opiniâtre, il est obstinément acharné, plus qu'envers n'importe quelle femme, dit-il, alors que le tyran ne donne rien. Et là, il suit toute une série d'exemples, d'exemples pour montrer comment ça se passe dans l'entourage du tyran. Donc, ce qui montre, c'est la manière d'aimer du tyran. Donc il rappelle Néron. Alors Agrippine a tué pour lui son mari, ce qui l'empêchera pas de la tuer elle-même. Il parle de l'amour du tyran Claude pour Messaline, qu'il aimait tant et qu'il a fini par mettre entre les mains du bourreau. Il parle de cet autre tyran qui, je cite, voyant la gorge de sa femme découverte, laquelle il aimait le plus, et sans laquelle il semblait qu'il n'eût su vivre, il la caressa de cette belle parole, ce beau coup sera tantôt coupé si je le commande.
Donc là, on a un portrait du tyran comme quelqu'un dont il vaut mieux ne pas être aimé. Puisque c'est un amour qu'il vaut mieux éviter. Et donc, les tyrans sont tués par leurs favoris qui savent très bien à quoi s'attendre. Donc l'univers du tyran, là, ce qui se groupe autour du tyran, c'est un univers de menaces permanentes, d'insécurité, d'incertitude, de dissimulation aussi, où derrière donc une apparence de lien, il y a une solitude radicale de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde se méfie de tout le monde. Il y a une croyance qu'il y a de l'amour, une croyance qu'il y a de l'amitié, alors qu'il n'y a que de la solitude. Ce que la Boétie explicite dans un paragraphe suivant, c'est cela que certainement le tyran n'est jamais aimé ni n'aime. Et pour justifier cela, il explicite le concept d'amitié. Donc finalement, tous les désirs précédents, toutes les formes d'amour dont il a été question, ça ne correspond pas vraiment au concept d'aimer, car, dit-il, je le cite, « L'amitié c'est un nom sacré, c'est une chose sainte, elle ne se met jamais qu'entre gens de bien, et ne se prend que par une mutuelle estime. Elle s'entretient non tant par bienfait que par la bonne vie. Ce qui rend un ami assuré de l'autre, c'est la connaissance qu'il a de son intégrité, les répondants qu'il en a, c'est son bon naturel, la foi et la constance. Il ne peut y avoir d'amitié là où est la cruauté, là où est la déloyauté, là où est l'injustice. Et entre les méchants quand ils s'assemblent, c'est un complot mais pas une compagnie. Ils ne s'entraînent pas, ils s'entrecraignent, ils ne sont pas amis, mais ils sont complices. » Alors d'abord, l'amitié donc, ne se met qu'entre gens de bien, etc., mutuelle estime, donc c'est l'amitié des élites, c'est le truc élitiste. Ensuite, elle s'entretient non par bienfait, mais par bonne vie. Là, on a une distinction entre la compagnie de tout à l'heure et l'amitié de maintenant. Donc, la compagnie était fondée sur les bienfaits. L'amitié, elle est fondée non pas seulement sur le fait qu'il y ait des liens mutuels et réciproques, mais sur le fait qu'on vit bien, c'est-à-dire que l'autre a un mode de vie qui est bon. Donc il est vertueux. Ce qui peut ne se percevoir que par une connaissance interpersonnelle, qui donne de la confiance dans le lien, dans un lien particulier. Cette confiance que n'avaient pas tout à l'heure Cassius et Brutus en Cicéron et qui fait qu'ils n'ont pas voulu comploter avec lui. Et cette confiance, on l'oppose à ce qui entoure le tyran, qui a un univers de défiance permanente. Donc l'amitié, c'est un lieu de stabilité. Et donc dans l'amitié, là on trouve la distinction sélective de l'amitié. Elle n'est possible qu'entre gens de bien. Et c'est cela qui fait la différence entre les amis et ceux qui entourent le tyran. Et donc là vous avez toute une série d'équivalences. Complot, compagnie. S'entrecraindre, s'entraimer. Être ami, être complice, être ami. Donc la compagnie, les amis, l'amour. Le complot, la crainte mutuelle et les complices. Et alors là, alors qu'il a juste avant distingué amitié et compagnie en disant d'un côté mutualité, bienfait, et de l'autre côté bonne vie, là il les rabat l'une sur l'autre. Alors ce rabattage, il y a des commentateurs qui disent que c'est purement rhétorique et euphonique. C'est pour l'assonance, pour faire le complice, complot, compagnie. Bon. J'en sais rien. Ce qui est certain quand même, c'est que la compagnie concernait tous les hommes et l'amitié seulement les hommes bons. Que la compagnie était fondée sur les bienfaits et l'amitié sur un lien de confiance personnelle. Et que de fait, on peut trouver dans les gens qui complotent un héritage des bienfaits, de la mutualité, du partage, mais en tout cas pas la bonne vie. Donc les liens entre ne sont pas les mêmes. Ça, j'y reviendrai sur ces questions. Quant au tyran, lui, au-dessus de tout le monde, et n'ayant point de compagnon, il est déjà au-delà des bornes de l'amitié qui a son vrai gibier en légalité. Il y a entre les voleurs quelquefois partage du butin pour ceux qu'ils sont pères et compagnons, et ne veulent pas en se désunissant rendre leur force moindre, mais du tyran, ceux qui sont ses favoris n'en peuvent avoir jamais aucune assurance, faisant état de compter sa volonté pour raison, et n'avoir compagnon aucun, mais d'être de tous maître. Donc là, jusqu'à présent, il avait dit, voilà, autour du tyran, c'est un complot comme des voleurs, etc. Et là, en fait, non. Le tyran et ceux qui l'entourent, ça n'a rien à voir avec une bande de voleurs, parce que dans la bande de voleurs, il y a encore du partage du butin. Les voleurs, eux, sont des compagnons. Bon, il vient de dire le contraire juste avant, mais là, maintenant, les voleurs sont des compagnons.
s'il s'agit de distinguer les amis et les comploteurs, les voleurs ne sont pas des amis mais juste des comploteurs. Mais s'il s'agit de distinguer les voleurs du tyran, alors les voleurs sont des compagnons. Parce que, de fait, il y a une certaine égalité entre eux. Ils partagent vraiment le butin. Ils doivent vraiment compter les uns sur les autres. Et dans la troupe de brigands un peu idéale dont il décrit, voilà, aucun n'est le maître. Donc ils font société, ils sont unis. Ils entretiennent entre eux une certaine égalité. Il leur manque seulement la bonne vie. Mais le tyran, lui, il n'a même pas ça avec les siens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de partage du butin. Il n'y a aucune égalité. Donc en fait, ceux qui entourent le tyran, ce ne sont pas ses complices, ce sont ses esclaves. En fait, ils espèrent être ses complices, mais non. Ils seront seulement ses esclaves, c'est-à-dire des instruments au service de sa domination. Et là, ce qu'on voit dans cette partie du texte, c'est que maintenant, ce qui compte pour l'amitié, c'est l'égalité. Donc dans l'amitié, il y a égalité des amis, c'est-à-dire qu'aucun ne domine l'autre. Et de ce point de vue-là, lorsque tout à l'heure la compagnie était pensée comme lien ne laissant pas de prise à la domination, on avait déjà cette fusion du concept d'amitié et du concept de compagnie. Donc, sur cette idée compagnie, amitié et sur les déplacements successifs, dans l'amitié comme compagnie, finalement, l'amitié comme compagnie concerne tous les hommes. Peut-être parce qu'ils sont identiques. En tout cas, elle repose sur des liens réciproques et mutuels, et sur une mise en commun et sur une égalité. L'amitié comme chose sacrée, elle est fondée sur la bonne vie, sur un lien de confiance fondé sur la connaissance des mérites personnels, et elle a lieu à égalité, mais entre élites morales. Donc, l'amitié compagnie exclut la domination comme lien mutuel, parce qu'elle est un lien mutuel, et qu'elle s'oppose à la division sur laquelle est fondée la domination. De même qu'elle s'oppose à la division de soi, puisque dans la compagnie, chacun se connaît vraiment lui-même, donc il n'est pas séparé de sa nature réelle. Et elle est une expérience de la vie dans l'égalité, où personne n'est maître de personne. Donc la compagnie, c'est l'expérience d'un lien égalitaire contre la domination. C'est l'expérience d'un partage contre l'appropriation, les pilleries du tyran et les expropriations. Et c'est l'expérience d'un désir d'un genre de vie, où on se connaît vraiment et où on sait qu'on aime la liberté, contre les désirs pervertis de participer à la domination. Et donc tout ça fait que... Du côté de l'amitié sélective, celle-ci est contre la domination en fait, aussi parce qu'elle a un lien d'expérience de l'égalité, etc. Mais finalement dans le texte, elle est contre la domination parce qu'elle est du côté des conjurations et des tyrannicides. C'est-à-dire que la confiance personnelle, elle a été indiquée comme ce qui permet d'assassiner le tyran. Et les amis réels, les mionnés, là, c'est ceux, alors que tout le monde est abruti par la domination, qui n'oublient pas d'être libres. C'est ceux, alors que les élites corrompues vont se mettre au service du tyran, résistent à ça, parce qu'elles ont d'autres préférences. Donc ces amis vertueux, c'est ceux qui préfèrent les joies de l'amitié aux joies de la domination et qui vont comploter contre le tyran. Donc l'amitié, là on l'a vu à la fois du côté du lien social, en général, et d'un lien qui est fondé sur une commune vulnérabilité, on pourrait dire, et qui s'oppose au type de rapport brutal que met en place la domination, et à l'isolement que met en place la domination. Et elle est à la fois du côté de l'élection des meilleurs, mais qui peut conduire à faire caste. Et comme ça conduit à faire caste, la Boétie est bien obligée d'aller distinguer ça du complot. Et c'est pas la compagnie qu'il faut distinguer du complot, c'est cette amitié des mionnés qui complotent de fait. Et donc la Boétie termine sur cette question du désir.
Et à la fin, il dit qu'il y a grande pitié, enfin, ça fait vraiment pitié que malgré tout ce qu'on puisse voir, et il n'arrête pas de répéter voir, on voit le danger, on voit à quel point le tyran est cruel, on voit à quel point les liens avec lui ne sont pas réciproques, malgré tout ce qu'on peut voir, les gens s'accrochent, ils restent attirés par les trésors du tyran, ils espèrent jouir de ses plaisirs, et donc, dit-il, ils s'approchent et en meurent, comme les papillons qui s'approchent du feu et meurent. Et donc la Boétie insiste sur leur place qui est malheureuse, sur leur vie qui est un martyr, etc. Et ce qui met aussi sur le compte de cette misérable vie, c'est qu'ils n'ont aucun ennemi ouvert ni ami assuré. Et donc là encore, à la fois ils sont dans la dissimulation permanente, ils savent pas qui leur veut du bien, qui leur veut du mal, mais du coup, voilà, ils savent pas faire ça, ils savent pas choisir leurs amis, ils savent pas qui est un ami, qui est un ennemi. Donc ils savent pas en fait que le tyran est leur véritable ennemi. Donc il y a une erreur d'élection qui est liée à un problème, à un désir d'identification en fait, de vouloir être comme le tyran ou à la place du tyran ou avec le tyran. Et donc il me semble que ce qu'on pourrait dire, c'est que, en contexte idéal, c'est-à-dire avant le malencontre, donc avant que la domination apparaisse, donc si la domination n'apparaissait pas, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas d'antagonisme, alors l'amitié serait la compagnie en fait. C'est-à-dire que la valeur d'amitié, elle serait possible pour tous les hommes de manière inclusive et ce serait complètement projetable sur ce qui a été décrit comme compagnie, comme lien social de compagnie au début. Ce serait finalement soit le passé de l'âge d'or qu'on a perdu depuis le malencontre, soit l'avenir radieux quand on aura renversé tous les tyrans. Mais après le malencontre, la situation où on est toujours déjà dedans, comme il y a eu domination et séparation, forcément il y a ceux à qui la tyrannie est profitable et ceux à qui la liberté serait agréable. La liberté a été oubliée, le désir de liberté a été oublié, il a été remplacé pour une part par un désir de participer à la domination ou par une simple résignation. Et donc le désir de liberté ne peut subsister qu'à l'état de conjuration ou de complot amical. Mais ça c'est parce que on part du conflit en fait. C'est parce qu'il y a eu le malencontre. Donc c'est parce qu'il y a eu malencontre que la compagnie qui concerne tout le monde en droit est devenue le privilège d'une élite, de ceux qui encore désirent la liberté et détestent la domination. Et qui entretiennent entre eux les liens de confiance égalitaire qui devraient être ceux de tout un corps social qui serait libre. Et donc après le malencontre, une fois que la société est divisée, il faut bien choisir son camp, il faut bien reconnaître les amis et les ennemis. Et reconnaître les amis et les ennemis, c'est reconnaître les genres de vie vivables et les autres. Et donc les mieux-nés, ils sont capables de reconnaître le genre de vie qui est vivable. Les autres se trompent et ils vont détruire leur vie par amour de la domination. Donc il y a un fourvoiement des désirs. Et ce qui fait que l'amitié dans ce contexte-là, l'amitié est immédiatement aussi amitié contre. Encore une fois, c'est dans l'amitié qu'on se rend compte que la domination est insupportable. Donc voilà, être ami, se connaître et haïr la tyrannie, c'est mis en équivalence. D'où l'absence de conclusion, la pirouette de la Boétie, qui est apprenons à bien faire, en gros idée. En fait, il n'a rien de plus à dire, parce qu'en fait, à la fin, il y a seulement cette polarisation des désirs, en fait, à laquelle on ne peut pas grand-chose. Mais il y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'on a se demandé à qui est censé servir ce texte, à qui c'est destiné. Et bon, la Boétie, c'est quand même c'est un bourgeois parlementaire, etc. Donc il écrit pas du tout à destination du peuple. De toute façon, il est en train de dire le peuple ne sait plus son mal, c'est des gros lourdeaux, etc. Donc il n'a rien à en faire. Donc il écrit à destination des élites, et à destination des élites qui seraient tentées finalement d'aller se corrompre et de rejoindre la domination, en leur disant c'est pas le bon choix. Tout en disant voilà, c'est pas le bon choix, mais je sais que c'est pas les raisons qui pourront y faire quoi que ce soit. Donc je donne des exemples un peu glorieux de grandes conjurations, etc. Donc finalement, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est un traité qui est moins politique que moral. En tout cas, il concerne moins l'action politique que la question des genres de vie, de l'orientation des désirs. Donc c'est pas une pensée collective. Il n'y a aucune ouverture vers ce qui serait possible collectivement pour sortir de la domination.
Vraiment rien là-dessus. La seule chose qui se demande à la fin, c'est qu'est-ce que vous préférez en fait, individuellement. Qui aimez-vous? Qui aimez-vous mieux en fait? Est-ce que vous aimez mieux le tyran, ou César, ou est-ce que vous aimez mieux Cassius et Brutus? Et ceci se fait dans un mode de traité qui procède pas par démonstration, mais justement en racontant des histoires, donc en incarnant des choses qui pourraient être désirables ou pas désirables. Donc c'est un traité qui vient penser l'amitié d'abord comme opposé de la domination, et d'abord comme manière de vivre choisie contre la vie de la domination. Et donc, c'est quelque chose on retrouve cette idée, que ce qui compte en fait, cette idée très antique, réactualisée, que ce qui compte, c'est l'anthropologie qui est liée aux formes politiques. Donc c'est une forme des désirs, du rapport à soi et du rapport aux autres qui est engagé là. Et cette anthropologie ici, elle est possible pour la Boétie, parce qu'il y a la pensée d'une nature normative des désirs. C'est-à-dire qu'il y a des désirs qui sont naturels et il y a des désirs qui sont contre nature. Et à la fois, il soutient cette thèse anthropologique que on devrait tous être du côté de la vie en compagnie parce que c'est conforme à notre nature et qu'au contraire, on oublie notre vraie nature dans la domination. Et en même temps, d'une part, la démonstration ne changera rien, et d'autre part, la nature ne s'exprime jamais, dit la Boétie. C'est-à-dire qu'il a à la fois une pensée naturaliste et à la fois la thèse qu'on n'a jamais affaire à la nature, on a toujours de la coutume qui va soit dans le sens de la nature, soit dans le sens de l'antinature, certes, mais il n'y a que la coutume. Donc on pourrait même se demander à quoi ça sert de garder la norme naturelle, à part pour juger en fait, pour juger mais de très loin. Ça a aucun effet, on peut rien en faire pratiquement. Et à un moment il parle de l'exemple de Spartiate, de savoir si on allait ou non accepter l'amitié du roi. Et donc les Spartiates refusaient l'amitié du roi et d'autres l'acceptaient, et la Boétie dit l'un et l'autre parlaient comme il avait été nourri. Donc savoir si vous allez accepter tel ou tel ami, ça dépend juste ça dépend de la manière dont on est, de la coutume, du contexte. Donc on a une référence naturaliste mais qui sert pas à grand chose parce que rien ne peut en être déduit. Mais la seule chose qu'essaye de montrer la Boétie, c'est que finalement, les gens qui veulent dominer sont infréquentables, sont pas fiables, et vivre cette vie n'est pas une vie. Mais encore une fois, c'est qu'une question. Qu'est-ce qui fait qu'on dit ça? C'est qu'on va être mignonné, c'est il va y avoir une coutume, il y a quelque chose qui fait que on sait pas trop quoi. C'est produit, mais ça va pas permettre de convaincre d'un côté ou de l'autre. Voilà, sur la Boétie.